Nous recevons ce soir Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous présidez aujourd'hui la Fondation Prospective Innovation. Vous allez donc, Jean-Pierre Raffarin, nous livrer votre regard sur l'actualité internationale. Et je voudrais qu'on commence par cette image, le président argentin Javier Milei, qui offre une tronçonneuse au milliardaire Elon Musk. C'est, disent-ils, la tronçonneuse de la bureaucratie, symbole des coupes massives en cours au sein de l'administration américaine, des coupes orchestrées par Elon Musk via son département de l'efficacité gouvernementale. Jean-Pierre Raffarin, que vous inspirent ces images ? Je crois que ce sont des images qui révèlent un comportement pour moi inacceptable. Ce geste, c'est une extrême grossièreté. Grossier au sens propre du mot. Mais c'est ça aujourd'hui l'incarnation de la puissance politique ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés pour régler les choses par brutalité. Mais au fond, tout ça est assez cohérent avec ce qu'on voit par ailleurs et on voit la guerre se développer un peu partout dans le monde. C'est que la violence et la guerre sont des sœurs jumelles. Ce sont des images d'une extrême violence. Quand on coupe un arbre à la tronçonneuse, l'arbre, il est mort. C'est une violence incroyable. Et c'est d'abord par le langage, puis par les attitudes, par des gestes comme ça, qu'on rend, à la fin du compte, finalement, l'idée de guerre comme une idée acceptable. Ma génération, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ne croyait pas la guerre possible. Et aujourd'hui, en Europe, on a la guerre et on craint une plus grande guerre. Et tout ceci parce que la violence est banalisée. La violence est banalisée. On est en train, selon vous, aujourd'hui, d'assister à un renversement de l'état du monde, une situation qu'on n'avait pas vue depuis, effectivement, 1945 ? Alors, on assiste en effet à beaucoup de choses, mais notamment à la question de l'Alliance Atlantique. Monsieur Macron va lundi à Washington. Pour moi, la question principale, c'est Monsieur Trump, êtes-vous, oui ou non, voulez-vous, oui ou non, être allié de l'Europe ? Nous sommes aujourd'hui dans un traité de l'Alliance Atlantique, nous sommes aujourd'hui dans des relations d'alliance, même s'il y a de fortes compétitions sur le plan économique, il y a souvent des affrontements très durs, mais au total, on a quand même des solidarités politiques. Or aujourd'hui, alors que la guerre est sur le continent européen, on ne peut pas être et l'ami des Russes et l'ami de l'Europe. Il faut choisir. On ne peut pas être et l'ami des Russes et l'ami de l'Europe. Il faut choisir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'alliance historique entre les États-Unis et les Européens est remise en cause ? Il faut qu'il le précise, puisqu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans ces provocations. Mais quelle doit être la position des Européens ? Parce qu'il faut aussi que les Européens précisent leur position. Il n'y a pas d'avenir de l'Ukraine sans les Ukrainiens. D'abord, postulat numéro 1, non négociable. Et ensuite, naturellement, que les Européens, puisque ça se passe sur leur continent, soient autour de la table des négociations. Donc, il est clair que ce sont des choses que nous voulons forcément imposer. Donc, Monsieur Trump, il mène une stratégie, en fait, d'asphyxie. Il est contre le débat, il est contre les réflexions. Donc, tous les jours, il nous lance des messages qui sont tous plus brutaux les uns que les autres, sur des sujets très différents, de manière à ce qu'il n'y ait pas le temps qu'une réaction s'organise, on passe tout de suite à un autre sujet. On voit bien qu'il joue l'asphyxie par une communication hyper présente, hyper quotidienne. On a l'impression que les Européens cherchent encore la réponse à adopter. Mais oui, pourquoi ? Et parce que notamment les Américains n'ont pas trouvé la réponse. Il y a quand même dans ce pays la moitié des Américains qui sont probablement démocrates. Les Européens ne répondent pas avec plus de fermeté aux Américains. D'abord parce qu'ils sont divisés, mais aussi parce qu'il y a une pression qui est telle que c'est une stratégie d'être toujours mobile pour ne pas être facilement atteignable. C'est clair, on a déjà entendu ça dans la vie politique française. Le fait de changer de dossier régulièrement, c'est le fait de ne pas être une cible. Quand les gens sont prêts à s'opposer sur un sujet et vous êtes déjà sur un autre. Et donc, ce mouvement-là, c'est la stratégie de l'asphyxie. C'est ce qu'il y a de plus grand adversaire pour la réflexion, les échanges et le débat. Et le dialogue. On voit bien que M. Trump est très vertical, il n'est pas en faveur du dialogue. Donc la question maintenant stratégique, c'est est-ce qu'il tient compte de ses relations historiques avec l'Europe pour être des alliés ? Les alliés, ça veut dire on peut avoir des divergences. Nous, la position française, c'est alliés mais non alignés. Donc on n'est pas aligné sur les États-Unis, donc on peut avoir des désaccords, mais nous avons quand même une fraternité de démocratie et d'histoire. Et donc, est-ce que cette fraternité, il la passe par pertes et profits ? Et est-ce qu'il fait cette alliance avec Poutine comme une alliance au-dessus de notre amitié ? Donc il faut clarifier ces choses-là. Parce que c'est vrai que de ce point de vue-là, pour revenir à votre intervention, c'est vrai que c'est un bouleversement complet d'alliance, un bouleversement complet de relations entre l'Est et l'Ouest, entre les systèmes démocratiques et le monde
monde autoritaire et totalitaire. Justement, Jean-Pierre Raffarin, sur le dossier ukrainien, on connaît les objectifs de la Russie, de Vladimir Poutine. On peut parler même d'objectifs maximalistes. Il souhaite une cession de territoire, un changement de régime et une démilitarisation de l'Ukraine. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui des Européens ? Je pense qu'elle est quand même assez grande, puisqu'il semblerait, par exemple, que l'idée que l'Ukraine puisse intégrer l'Europe est une idée qui est acceptable. Autrefois, elle n'était pas acceptable. Aujourd'hui, elle paraît acceptable. Donc, mais dans quel délai ? Il y a un certain nombre. Mais déjà, des démarches ont été engagées. Et à partir du moment où on est engagé dans les démarches, la solidarité commence à s'affirmer. Donc, je pense qu'il y a vraiment... En même temps, pardon de vous couper, on a quand même l'impression qu'aux États-Unis, Donald Trump prend une série de décisions de façon très rapide, mais que du côté des Européens, tout est très long. Ah, oui, mais c'est vrai que tout est long, mais les démocraties sont toujours plus longues que les systèmes autoritaires. Quand il fait croire aux Américains qu'il suffit d'être installé à la Maison-Blanche pour gouverner par décret, c'est pas vrai. Les États-Unis sont un État de droit. Et donc, il va y avoir un grand nombre de ces décisions qui vont être cassées juridiquement. Parce qu'il va y avoir le droit qui va s'imposer à ces décisions. Les États-Unis, c'est un État de droit. Et donc, on ne gouverne pas par décret. C'est un mensonge, gouverner par décret. Alors, quand vous êtes en France, si vous avez une décision importante qui vous impose un changement de loi, il vous faut 12 à 18 mois entre le moment où vous passez au Conseil d'État pour valider votre projet et le moment où vous passez au Conseil constitutionnel pour voir s'il est bien conforme à la Constitution, vous avez pratiquement 18 mois. Donc la politique dans la démocratie, c'est de la concertation, c'est du dialogue. Les décrets d'application sont naturellement très étudiés et affinés en fonction des débats parlementaires. Donc tout ça fait que la politique à M. Trump, c'est un mensonge. On ne gouverne pas des grands pays comme ça par des décisions arbitraires et brutales. C'est un mensonge, dites-vous. En même temps, ça fait des mois, Jean-Pierre Raffarin, que vous appelez à un sursaut européen. Ce sursaut, il n'est toujours pas venu. Non, mais on a quand même, dans ce paysage qui est très très sombre et qui ne rend pas forcément optimiste, il y a quand même une lueur d'espoir. Ce sont les élections allemandes. On va voir ce qui va se passer dimanche, mais le chancelier qui pourrait être élu, qui est M. Merz, est quelqu'un d'abord qui est un francophile, c'est quelqu'un qui est expérimenté, qui a beaucoup fait de politique en Allemagne, et donc je pense qu'il pourra peut-être nous aider à construire un nouveau rapport de force franco-allemand. Le fond de l'affaire, c'est que nous avons depuis 1945 fait le choix du droit pour la gouvernance mondiale. Et maintenant, ce choix est contesté par un grand nombre de pays, la force avance et le droit recule. Et toutes les puissances nouvelles, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à la Turquie, toutes ces puissances qui, avec la Chine, avec la Russie, veulent aussi un peu gouverner le monde, tous ces pays-là choisissent plus la force que le droit. Et on voit bien que le Conseil de sécurité est quelque chose qui, aujourd'hui, est complètement bloqué, stérilisé. Et donc, il nous faut avoir une vision aujourd'hui de la force. Et comment avoir une force aujourd'hui? Rapidement, une seule façon, mettre la France et l'Allemagne alignées sur des politiques communes. Des politiques communes sur la défense. Jean-Pierre Raffarin, si, comme les sondages le prédisent, en Allemagne, à l'issue des élections fédérales de ce dimanche, l'extrême droite réalise une percée, est-ce que ça ne va pas justement fragiliser, déstabiliser ce moteur franco-allemand? Mais ça peut être, tout va dépendre un peu si on peut avoir une coalition à deux partis, le SPD, les socialistes, et la CDU qui devrait arriver en tête, qui est le Parti chrétien-démocrate. Donc si c'est une coalition à deux membres, on va retrouver un système stabilisé que nous connaissons qui pourrait être profitable. Après, si le PS plus les chrétiens-démocrates n'ont pas de majorité, ça veut dire qu'il faut un troisième partenaire, et là, ça deviendra en effet plus compliqué. Mais enfin, on peut avoir quand même quelque espoir sur les réactions des citoyens allemands. Vous voyez quand même que malgré les provocations, ou à cause des provocations de M. Trump, jamais on a vendu aussi peu de Tesla en Allemagne. Il y a un boycott, semble-t-il, des Tesla. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les opinions publiques, et donc peut-être aussi que les citoyens vont marcher avec leurs pieds, tout ça dans la résistance à cette gouvernance de la brutalité. En même temps, l'ombre des États-Unis a plané, on peut le dire, sur cette campagne électorale allemande. On a assisté aux ingérences d'Elon Musk via sa plateforme X, son soutien explicitement affiché à l'extrême droite allemande, au parti AfD. J.D. Vance, le numéro 2 américain aussi, a manifesté son soutien à ce parti. Vous ne croyez pas justement que ce soutien américain à l'AfD peut avoir une influence dans les urnes? J'espère que non, mais en fait, on va attendre les résultats. On est maintenant 48 heures, donc on va savoir ça très vite. Mais je crois que les Allemands peuvent réagir à tout ça. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a quand même une logique de chantage.
quand je vois que Musk aujourd'hui dit qu'il est prêt à couper par ses réseaux satellitaires les connexions internationales de l'Ukraine en échange des 500 millions qu'ils veulent qu'ils veulent pour les terres rares et les richesses qu'ils veulent tirer de leur effort dans cette guerre, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est une gouvernance du chantage. Et c'est vraiment là la question, cette Amérique qui a porté pendant très longtemps de grandes valeurs, aujourd'hui, on la voit est exceptionnellement mobilisée, exclusivement mobilisée sur ses propres intérêts. Et donc, c'est plus la grande Amérique que nous avons connue. Une guerre idéologique est en cours entre justement les Américains et les Européens. Je pense notamment aux propos vendredi dernier, de J.D. Vance, le numéro 2 américain, qui s'est attaqué aux valeurs de façon assez frontale des Européens, notamment qui disait que la liberté d'expression en Europe était en recul. Oui, c'est quelque chose qui est très, très inacceptable. C'est une provocation terrible venant de la part d'un allié dans un pays qui est aujourd'hui en guerre et de prendre les propos de Poutine alors que nous soutenons l'Ukraine avec le respect que nous devons quand même à ce pays et à ses morts. Il n'y a aucun respect pour les morts. Le nombre de gens qui sont morts pour leur pays dans cette guerre, on a l'air d'accuser Zelensky. Bon, on verra ce que Zelensky, s'il a fait des choses bien, l'histoire le dira. Mais aujourd'hui, on ne lui donne pas un coup de poignard dans le dos et on respecte tous ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. Et donc ça, je trouve vraiment que dans cette situation, ces attaques contre l'Europe sont vraiment provocantes, blessantes et sans doute elles vont laisser des cicatrices vivantes. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, le monde est en train de s'organiser dans une sorte de rapport de force entre la Chine et les États-Unis. Et l'Europe pouvait être non seulement un allié pour les États-Unis, mais aussi une force d'équilibre. Et là, ce choix de la Russie, cette organisation un peu nouvelle qui bascule complètement les alliances, tout ceci est extrêmement préoccupant. C'est un autre monde qui risque d'être devant nous. Un autre monde qui risque d'être devant nous. On voit que les Américains sont en train d'abandonner en quelque sorte les Ukrainiens aujourd'hui. Vous ne pensez pas qu'à terme, les Américains peuvent aussi abandonner les Taïwanais et que la Chine peut décider d'envahir Taïwan ? La Chine souhaite la réunification avec Taïwan. La Chine souhaite, la Chine dit clairement cet objectif, ça c'est sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Ils ont même dit, c'est le seul sujet sur lequel ils parlent de guerre, ils ne veulent pas s'impliquer dans aucune guerre, sauf s'il fallait défendre l'identité chinoise de Taïwan. Donc ça c'est clair qu'ils sont prêts à la guerre sur ce sujet. Donc il faut être très très vigilant, il faut savoir où on met les pieds sur ce sujet. En fait, ce que je crois, c'est que les États-Unis sont dans une situation où ils hésitent encore entre une sorte d'affrontement avec la Chine encore endurci par rapport à la situation actuelle, et puis peut-être un deal. Vous savez, les Chinois, c'est un peuple de commerçants. Monsieur Trump, c'est un dealer. Peut-être que les commerçants... Un dealer dans le sens deal à l'américaine. Dealer américain, c'est-à-dire qu'il passe des deals, il passe des accords, des échanges. Et donc, ce dispositif-là fait qu'ils peuvent s'entendre. Et s'ils s'entendent, c'est sur le dos de l'Europe. Donc aujourd'hui, mais on partage encore des valeurs communes aujourd'hui avec les Américains. Mais les Américains ne partagent plus de valeurs. Les Américains, c'est le dollar, c'est leur proposition, c'est les affaires de M. Musk qui comptent, c'est Tesla, c'est le spatial, c'est tout les objectifs qu'ils ont. Et au fond, il n'y a plus de valeurs aux États-Unis aujourd'hui, mais en avant par Trump. Les seules valeurs qui sont mises en avant, ce sont les intérêts des États-Unis. Et donc, ce qui est bon pour les États-Unis est une valeur pour eux. Et par exemple, lorsque Elon Musk s'ingère dans la campagne électorale allemande, qu'est-ce qu'il cherche concrètement, selon vous ? Je pense qu'il cherche la déstabilisation de l'Europe. Quel est l'intérêt pour lui et pour les Américains ? C'est pour avoir... je pense qu'ils préparent un peu leur affrontement avec la Chine. C'est pour ça peut-être qu'il y a cette tendresse relative vis-à-vis de la Russie. Kissinger disait déjà en son temps, on ne doit pas mettre dans le même pot les intérêts de la Russie et les intérêts de la Chine. Et c'est vrai qu'avec les sanctions, l'Occident a mis dans le même pot la Russie et la Chine. C'est nous qui avons conduit la Russie et la Chine à avoir cette relation de grande proximité au point de construire cette force mondiale aujourd'hui que sont les BRICS. Et donc, c'est vrai que Kissinger a toujours développé cette idée qui a eu beaucoup d'impact dans la diplomatie américaine, c'est que quand on est en difficulté avec la Russie, on développe des relations avec la Chine. Quand on est en difficulté avec la Chine, on développe des relations avec la Russie. Donc peut-être que ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est essayer de faire en sorte que la Russie ne s'implique pas dans l'affrontement possible qu'il peut y avoir entre la Chine et les États-Unis. Affrontement d'abord commercial, ensuite juridique,
politique évidemment, et peut-être un jour militaire si l'affaire de Taïwan s'impose. Quand on vous écoute, on a l'impression que la démocratie aujourd'hui est complètement à bout de souffle. La démocratie est en effet fatiguée, la démocratie doit faire un sursaut. Moi, vous savez, en 50 ans de vie politique, j'ai jamais assisté à une réunion d'échange des bonnes pratiques, par exemple avec des Japonais ou les Coréens du Sud, avec toutes les forces démocratiques. Par exemple, de gouvernance politique. De gouvernance démocratique. On n'a pas cherché... L'Allemagne est un système démocratique très différent du nôtre. On ne cherche pas à s'inspirer des uns et des autres. Et je crois que les démocraties devront construire un front des démocraties pour vraiment défendre un peu leur système et le moderniser et surtout rendre la satisfaction des électeurs que la démocratie doit à ses électeurs. La démocratie, c'est le pouvoir des électeurs et quand on voit les taux de participation très très faibles, on va voir ce qui se passe en Allemagne, mais en France aujourd'hui vous avez des maires, alors naturellement il y avait le Covid, mais vous avez des maires qui sont élus avec 30% de participation. Si le citoyen ne participe pas à la démocratie, c'est pas le citoyen qui est fautif, c'est la démocratie. Donc elle doit faire des progrès. Pour ça, il faut échanger des bonnes pratiques. Ma fondation, Prospective et Innovation, travaille dans ce sens et nous aurons un grand forum à Poitiers sur ce sujet fin août. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Mais au-delà de ça, ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est que les États-Unis sont en train de modifier les relations stratégiques. Et donc, à partir du moment où il y a un conflit sur le sol européen, avec des Européens engagés derrière le peuple ukrainien qui se bat, choisir la Russie contre l'Europe, c'est une agression. Jean-Pierre Raffarin, il y a un dernier dossier international dans lequel je voudrais vous entendre, c'est la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. En 2023, vous disiez y être très sensible, hein, vous vous étiez même rendu à Kinshasa avec la fondation des leaders pour la paix. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne vous entend plus sur ce sujet ? Eh bien, parce qu'on est dans une situation où on continue à faire des choses, mais on suivait beaucoup le docteur Mukwege, qui était le prix Nobel de la paix. Et lui-même se fait plus discret parce que naturellement, la guerre devient violente et que tout ceci, il ne faut pas mettre en danger aussi les gens qui défendent les causes que l'on veut défendre. Mais bon, il va de soi que dans cette partie du Congo, il y a quand même des richesses extraordinaires, avec des convoitises terribles, avec des acteurs étrangers qui sont là présents et qui manipulent un peu les pouvoirs. Et puis, au fond, un pays plus petit avec un grand pays, et c'est le grand pays qui est le plus fragile. Voilà, factuellement, on connaît la situation, et pourquoi est-ce qu'on ne vous entend plus sur ce sujet ? Parce qu'il faut protéger aussi un peu les gens avec qui on travaille, les gens qu'il faut aider, parce que c'est le conflit d'une grande violence. Moi, je reste très... Protéger les populations civiles qui sont aussi en première ligne de ce Bien sûr, il faut essayer de travailler. Donc, si vous voulez, le problème de la diplomatie, c'est que quand on en fait de la politique intérieure, ça devient toujours gênant. Et ça conduit à une forme de radicalisation. Vous voyez, ce que fait Trump en faisant de la politique étrangère une politique intérieure, ça a conduit à radicaliser les esprits. Et n'importe quelle politique est capable de faire monter l'opinion publique, de soulever les cœurs, de dire allons-y, on va y aller, tout ça. Mais pour faire baisser l'opinion publique après, quand les gens sont devenus enragés sur une cause, c'est très difficile. Et c'est là où Trump est très coupable. Et c'est là où il faut faire très attention pour garder la diplomatie, cette capacité d'agir, sans pour cela communiquer à l'excès. Et ça ne répond pas tout à fait à ma question, mais ça sera le mot de la fin. C'est parce qu'il faut protéger un peu tout ce qu'on peut faire. Je veux dire, Merci beaucoup. Quand on est en guerre, on ne peut pas faire de spectacle. Hein. Malheureusement, le temps nous manque. Ancien Premier ministre français et président de la Fondation Prospective Innovation, merci d'avoir répondu à nos questions.